Je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mon micro l'auteur du livre le plus culte sur les supporters de football, le légendaire Génération Supporter, qui brosse le paysage des fans de football à travers l'Europe dans les années 80. Bonjour Philippe Broussard. Bonjour. Alors Philippe, je crois que tu as fait une école de journalisme. Oui, exact. En 1985, tu es sorti de l'école. Depuis, tu as collaboré avec pas mal de journaux, de rédactions. Oui, j'ai travaillé successivement dans plusieurs quotidiens, au Matin de Paris, qui a disparu depuis, au quotidien Le Sport, qui a été un éphémère mais valeureux concurrent de l'équipe. Et puis ensuite, je suis entré au Monde, journal Le Monde, où je suis resté jusqu'en 2005, je suis parti un petit peu à l'Express pendant une grosse dizaine d'années, et puis je suis revenu au Monde, où je suis actuellement directeur adjoint de la rédaction. Et tu as également, depuis Génération Supporter, écrit à peu près une dizaine de livres, je crois, mais qui n'ont rien à voir avec le sport. Strictement rien à voir avec le sport. À une exception près, j'ai aidé à une époque Marcel Desailly, capitaine de l'équipe de France en son temps, à écrire son autobiographie. Donc voilà, mais c'est la seule expérience en dehors de Génération que j'ai pu avoir dans le domaine du sport. Tous les autres livres ne concernent pas du tout le sport. Et donc aujourd'hui, tu es directeur adjoint à la rédaction du journal Le Monde. Voilà, après avoir débuté dans le journalisme de sport et avoir couvert notamment plusieurs Coupes du Monde, je m'en suis fortement éloigné et je travaille maintenant sur toutes sortes d'autres sujets, ou plutôt j'essaie je pilote, disons, notamment le service des grands reporters ici, donc des gens qui travaillent dans des domaines qui ne sont pas forcément le sport. J'ai un rôle de chef beaucoup plus large que le domaine sportif. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du football et du Paris Saint-Germain. Comment tu es devenu supporter d'abord de football? Je crois que ton papa, qui est un grand commissaire de police très connu, lui était plutôt rugby, il me semble. Il était totalement rugby, et toute ma famille était rugby. J'étais un petit peu, moi, le vilain petit canard. J'étais le seul à aimer et à pratiquer le foot. Enfin, non pas que les autres n'aimaient pas le foot, c'est pas vrai, mais ils étaient vraiment très 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 rugby. Et puis moi, c'est le foot, parce que tout bêtement, jouer avec quelques copains sur le petit terrain de la résidence où on habitait à une époque, et puis intégrer petit à petit une équipe en club, puis une autre, et ainsi de suite. Et je suis resté toujours très très foot. Et alors, effectivement, le rugby, non, jamais. Non, jamais le rugby, même si c'est un sport qui m'a intéressé et qui continue de m'intéresser, même si pour mon travail, j'ai eu l'occasion d'aller assister des matchs du tournoi des 5 nations à l'époque, parce qu'il y en avait 5, au Pays de Galles, en Écosse, en Angleterre, un peu partout. Bref, ça m'a toujours plu, mais pas au niveau du foot. Et alors, comment es-tu arrivé au Paris Saint-Germain ? Écoutez, je suis arrivé au Paris Saint-Germain simplement par une sorte de coup de foudre extraordinaire, et qui a eu lieu un jour historique pour le club. C'est le fameux match de la montée en première division, un match contre Valenciennes au Parc. C'est quelque chose qui m'a marqué à jamais, parce que ça devait être mon 2e match au Parc, mais le premier du Paris Saint-Germain. Et là, encore une fois, comme dans une relation amoureuse, il y a un truc qui s'est passé, il y a eu une alchimie. Moi, j'avais 11 ou 12 ans. Et j'étais avec mon père, et je le remercierai jamais assez de m'avoir emmené ce jour-là au stade. Il m'avait dit: je vais aller te montrer, il y a un match important là, il y aura peut-être une équipe parisienne en première division, comme on disait à l'époque. Et puis là, j'arrive, le Parc des Princes, je sais pas, il y avait peut-être 23-25 000 personnes, un match de fou, un suspense assez dingue, et puis à la fin, la victoire, Dogliani, Juste Fontaine, l'entraîneur, qui fait un malaise. Enfin bref, je vois ça, et là, ça y est, ça commence. J'aime ces couleurs, j'aime ce stade, j'aime ce club. Donc pour être exact, c'est le match retour des barrages d'accession à la première division entre PSG et Valenciennes. Le Paris Saint-Germain avait perdu à Valenciennes au match aller. Dogliani qui marque le but, limite hors jeu. Mais non, pas du tout. d'après la VAR de l'époque où il n'y en avait pas. Et donc le Paris Saint-Germain, depuis, n'est jamais redescendu de la première division, et c'est le seul club dans ce cas. Exactement, Paris est resté en première division, puis en Ligue 1.
Et en fait, moi, je suis resté supporter. J'y suis retourné avec mon père, avec des copains ou seul. Et puis voilà, ça n'a jamais vraiment cessé. Et j'ai continué ma carrière de supporter d'une certaine manière. C'est ça. Alors, si j'ai bien compris, tu avais après très rapidement pris la carte des jeunes supporters. Alors oui, il y a quelque chose d'assez difficile à imaginer pour les générations actuelles. Mais à l'époque, comme Paris cherchait à se créer une identité et l'identité elle l'avait déjà, mais un public, parce que c'était pas évident. La plupart des spectateurs, et notamment parmi les plus jeunes à l'époque dans les années 70, allaient naturellement vers Saint-Étienne, qui était la grande équipe de l'époque, ou Nantes, qui était l'éternel rival de Saint-Étienne, moins Marseille. C'était plutôt vraiment Saint-Étienne et Nantes. Et Paris, dans ce contexte, avait un peu de mal à exister, y compris à domicile, et à avoir un vrai public, un socle populaire. Et donc, les dirigeants de l'époque ont eu l'heureuse idée de créer en Tribune Boulogne une carte particulière destinée aux jeunes supporters. Alors, je ne sais plus, c'était moins de 15 ans, quelque chose comme ça, peut-être que je me trompe, mais en gros, c'était ça. Et on avait droit, ça m'a marqué, les premières années du moins, à 10 francs, 10 matchs. C'est un peu comme si aujourd'hui on vous disait voilà, pour aller 50 €, vous avez 10 matchs au parc. Donc c'est absolument extraordinaire dans le contexte de l'époque. Et on choisissait ces matchs. On choisissait ces matchs, pas toujours. De mémoire, il y a certains matchs, il y a eu le système a un peu évolué. Mais en tout cas, ce qui était important, c'est que dans les 10 matchs en question, c'était pas des matchs au rabais, si j'ose dire. Il y avait Saint-Étienne, il y avait Lens, enfin des matchs qui, d'une certaine manière, allaient faire le plein au parc. Mais donc, ça a constitué une base populaire en tribune Boulogne. Et donc moi j'ai pris cette carte, des copains ont pris cette carte, et puis petit à petit on a pris l'habitude d'aller à quasi tous les matchs. Et même quand c'était hors carte, on achetait notre billet. Donc on a été totalement conquis par cette... C'était une opération marketing réussie. Réussie. Et puis ça a créé ce qui a été la base de la Tribune Boulogne. Alors après on reparlera sans doute de l'évolution négative par la suite. Mais en tout cas, les premiers noyaux de supporters du PSG... C'était là, c'était à Boulogne de cette manière dans les années 70. Et donc là justement avec tes amis vous prenez place finalement quasiment à tous les matchs dans la tribune Boulogne qui est la seule vraiment active à l'époque. C'est la seule tribune active à l'époque, effectivement, il n'y avait pas encore Auteuil. Il y avait des gens qui étaient fidèles à Auteuil, mais pas encore de manière un peu constituée. Boulogne, petit à petit, des groupes ont commencé à se constituer un peu plus tard, disons fin des années 70, début des années 80. Et donc moi, avec mes copains, on se retrouve... Alors on n'était pas au cœur du noyau de Boulogne, ce qui allait donner par la suite naissance à certains groupes. On était un peu en périphérie, mais n'empêche qu'on était là. Et avec le recul, c'était assez extraordinaire parce qu'on avait les parents qui venaient nous chercher porte d'Auteuil. Enfin, ils nous déposaient en voiture porte d'Auteuil, ils repartaient et c'est un autre père, en général le mien, qui venait nous chercher à 23h après le match quand c'était tard le soir, alors qu'on avait 13-14 ans. Je suis pas sûr que tous les parents feraient ça aujourd'hui. Et est-ce que c'est là justement où tu as commencé à percevoir avec, alors pas encore l'œil de journaliste qui allait être le tien, mais qui avait matière à quelque chose, matière à un sujet? Totalement. J'allais dire que pour moi, c'est même quasiment la naissance d'une vocation. Je ne m'en rends pas forcément totalement compte à l'époque, mais j'apprécie le spectacle sportif, c'est-à-dire les matchs de foot. Et à l'époque, c'était des joueurs extraordinaires. Enfin, bon, moi, ça m'a marqué à vie de voir jouer Mustapha Daleb, François Mpelé et d'autres. Mais au-delà de ça, ce qui me plaît, c'est ce stade, c'est cette ambiance qui est en train de naître. C'est cette culture supporter que je découvre et que je commence à apprivoiser d'une certaine manière. Et pour moi, c'est très important parce que cette passion pour le foot et par tout ce qui entoure le foot est au moins aussi importante, si ce n'est plus, que ce qui se passe sur le terrain. Et ça va de pair, pour moi, avec une fascination absolue et grandissante à l'époque pour la société britannique et le football britannique. C'est-à-dire que je suis vraiment de plus en plus intéressé par ces à côté du foot et ce que ça dit de la société.
Alors, je le formalise pas comme ça, je le formule pas comme ça à l'époque, mais voilà, je sens que une vocation quelque part. À l'époque, je veux déjà être journaliste, hein, c'est une certitude. Mais je sens que ce monde que je commence à apprivoiser va continuer à m'intéresser de plus en plus. Sachant que le modèle des premiers supporters parisiens de la Tribune Boulogne était plutôt le modèle anglais à l'époque. Est un peu plus le modèle anglais parce que c'est un peu compliqué à raconter, mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Le modèle absolu en France à l'époque est effectivement beaucoup plus anglais. Le modèle ultra, inspiré de l'Italie ou des pays disons du Sud, n'est arrivé qu'un peu plus tard, dans les années 80. Dans les années 70, surtout à Paris, c'est très, très british. Tout ça dans un contexte de musique assez particulière où, en Angleterre même, au tournant des années 80, certains groupes dans les milieux disons punk, oi, skin, enfin bref, tous des sous-genres musicaux comme ça s'identifient assez vite comme des fans de foot et donc pour les Parisiens qui écoutent ce type de musique, les références c'est l'Angleterre, c'est West Ham, beaucoup moins Chelsea, c'est West Ham ou d'autres, mais voilà, donc tout cela va de pair. Il y a le foot certes, mais il y a la culture foot autour et la culture supporter. Tout est imbriqué, le football, la musique, la mode vestimentaire, pour certains aussi la politique. Exactement. Alors là, c'est là que ça évolue côté Boulogne. Et concrètement, je vois la Tribune évoluer vers une forme d'extrémisme politique que je ne partage pas du tout. Et c'est aussi intéressant pour moi, pour le futur journaliste que je suis, de voir cette montée des extrêmes quelque part, qui épouse totalement ce qui se passe au même moment dans la société. Le stade, c'est une banalité de dire ça, mais le stade est le reflet de la société. Et en étant dans les matchs, en assistant aux matchs dans cette tribune, je constate cette évolution, je la vois. Et de la même manière, quand je vais en Angleterre avec des copains pour aller acheter des disques, mais aussi voir des matchs de foot, eh bien on va toujours dans les tribunes derrière les buts, les moins chers évidemment. Mais voilà, et je vois l'évolution de l'Angleterre des années Thatcher, ainsi de suite. Donc du point de vue du journaliste que je m'apprête à devenir, c'est vraiment très formateur, très intéressant. On y reviendra, mais dans ton livre, justement, c'est une des idées aussi principales qu'un stade raconte sa ville. Et Paris en est le principal exemple, en tout cas à cette époque-là. À cette époque-là, oui, parce que pour quelqu'un qui connaît bien le stade à l'époque, qui a l'habitude d'y aller, chaque tribune a un peu son identité, son public et raconte la ville. Je vais peut-être un peu vite en besogne en disant ça, mais il y a une époque on disait Auteuil, c'est plutôt tendance un peu antillaise, des fans de Paris originaires des Antilles, Guadeloupe ou Martinique. Bon, les tribunes, la tribune, actuelle tribune Borelli, c'est plutôt des historiques dans l'entourage de Francis Borelli, donc il y a un côté un peu, c'est les gens du sentier, les commerçants juifs, ainsi de suite. La tribune en face, tribune Paris, ça c'est pour des gens qui ont un peu les moyens d'être là, disons d'autres formes de commerçants, et puis Boulogne, c'est les jeunes qui viennent parfois aussi de banlieue, qui essaient de se constituer en groupe. Enfin bref, voilà, chaque tribune se construit une identité. Après, par la suite, ça a évolué et on est sur autre chose de nos jours, mais voilà, c'est comme ça qu'un public petit à petit s'est créé. Tu étais à France-Angleterre en 1978, je crois, c'est ça, non, le fameux France-Angleterre, où justement beaucoup de supporters parisiens, hooligans pour certains, se sont inspirés et affrontés. Totalement, oui, j'étais là. Tu peux partir du principe que j'étais à tous les événements majeurs du PSG, j'étais là. Donc, non, mais ce que je veux dire, France-Angleterre, c'était pas du tout. C'était France-Angleterre, c'était pas en 78, ça devait être en 82 ou 3, quelque chose comme 3, je dirais. Et effectivement, les Anglais on était dans une très grosse période de hooliganisme, les Anglais étaient venus en très grand nombre et les attendaient à Paris, tout ce que Paris comptait de hooligans, j'allais dire officiels, habitués à venir au stade, ou de hooligans improvisés, de gens qui s'étaient dit tiens, c'est le jour d'essayer de taper les Anglais. Et ça avait été très très chaud. Et on voit
même sur les images, j'en ai revu récemment, on voit clairement des gens qui étaient des habitués de Boulogne, que j'ai connus par la suite et que je connais. D'accord. Alors, revenons au PSG, oui. au tien. Du coup, ça fait 50 ans que tu es au Parc des Princes sans arrêt. Sans arrêt. Alors il y a eu des saisons où j'ai peut-être été un peu moins fidèle, si j'ose dire, parce que la vie a fait que il y a des années, pour des obligations professionnelles, je sais pas, je suis parti traiter l'Irak ou le Rwanda, ou des tas de déplacements qui n'avaient strictement rien à voir avec le sport et le foot. Donc là, et pour cause, je m'absentais. Donc il y a eu des petits moments d'absence, mais en gros, oui, ça fait quand même 50 ans, je dois avoir atteint ou dépassé les 1000 matchs. Donc tu as connu finalement toutes les époques sportives et puis aussi toutes les générations de supporters du Parc des Princes. Ah oui, ça je peux prétendre les avoir toutes connues. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est un match en deuxième division. Ça, je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est vrai. Donc, si ce n'est les barrages, mais là, bon, voilà, c'était... Mais j'ai pratiquement connu, pratiquement toutes les époques. Oui. Et quand tu es au Parc des Princes, tu arrives à avoir un recul. Tu vis vraiment le match à fond en tant que supporter, ou tu as toujours un petit recul de journaliste ? Non, maintenant, il y a une époque, c'était un peu compliqué, parce que j'étais, quand j'étais vraiment à fond journaliste de sport, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré combien de temps dans ma vie ? Ça a duré ça a duré 6-7 ans. Donc c'est peut-être là, à ce moment-là, effectivement, aussi que j'ai pris plus de recul, et pour cause, j'étais plus en tribune de presse que dans les virages, que ce soit Boulogne ou Auteuil. Mais aujourd'hui, non, je regarde les matchs vraiment en spectateur, en supporter, et non pas en journaliste. Et je tiens à préciser, c'est quand même très important, qu'à aucun moment je ne travaille sur le PSG, sinon je serais en une forme de conflit d'intérêts. Je travaille sur tout à fait autre chose, et je laisse mes collègues du service des sports travailler sur le PSG, et je n'ai aucune influence sur ce qu'ils peuvent écrire. Non, ça se fait tout cela en bonne harmonie. Et donc, oui, il y a juste eu cette période-là. Mais malgré tout, même dans la période où j'étais journaliste de sport, je faisais des déplacements, que ce soit pas forcément pour Paris, mais j'ai fait des déplacements de Marseille, j'ai fait des déplacements d'Auxerre, j'ai fait des déplacements de Nantes, un peu partout en Europe. Et bien souvent, quand c'était possible, j'allais assister aux matchs, non pas avec mes collègues et confrères dans les tribunes de presse, mais je me débrouillais pour être dans les COP, quoi, en quelque sorte. Toujours les tribunes populaires. Tribunes populaires pour, quand c'était possible, et que je n'avais pas à travailler en direct, mais pour vraiment sentir le truc. Et ça m'a été très utile, et mes collègues ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais qu'est-ce que t'as un billet là, t'es tranquille, tu peux être en salle de presse, tu peux avoir le café à la mi-temps, la bière, machin, être peinard, et tu vas aller te les geler dans la tribune derrière alors qu'on est à Dresde ou je ne sais où. Bah oui, parce que pour moi le foot c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as déjà été écarté dans un groupe de supporters ? Jamais. À Paris, je n'ai jamais eu de carte de supporter, jamais. Sauf la carte des jeunes. La carte des jeunes supporters dans les années 70 et tout début 80, oui, quand ça s'est arrêté. Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain pour toi ? Quelle définition tu donnerais du Paris Saint-Germain ? Un stade, des couleurs, une passion, un amour. Enfin, en ce qui concerne, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, je me reconnais tout à fait dans la phrase qui a pu être sortie très souvent par certains supporters, c'est-à-dire que les joueurs passent, les dirigeants passent, et puis le PSG reste. Voilà, c'est ça l'essentiel. Je ne citerai pas tout de suite des joueurs, une équipe, quelque chose. C'est un tout. C'est ça. C'est le stade, des couleurs, des souvenirs. Par définition, le supporter de foot, qu'il soit à Paris, à Marseille ou ailleurs, est quelqu'un de nostalgique. Donc on est toujours en train de chercher nos Madeleines de Proust, et le PSG quelque part, et les souvenirs que je peux avoir au Parc des Princes, ce sont mes Madeleines de Proust. Alors, on reviendra sur le PSG après. Je voudrais faire quand même un aparté sur ton livre, Génération Supporter, enquête sur les ultras du football, donc, qui a été publié en 1990. À l'époque, c'était un travail inédit.
À l'époque, c'est très particulier pour un journaliste de s'intéresser au milieu des supporters. Il y a des travaux de sociologues qui existent, mais pas de journalistes. Et beaucoup de mes confrères, quelque part, restent à distance du public et ne comprennent pas forcément ce qui se passe dans les tribunes dites populaires. Moi, c'est ma passion. C'est-à-dire que j'ai grandi dans cet univers-là, à Paris bien sûr, mais quelque part aussi à distance vis-à-vis de l'Angleterre, puisque la société britannique au sens large m'intéresse. J'ai même étudié l'anglais à la fac et la sociologie anglaise, enfin bref. J'ai vu pas mal de matchs en Angleterre et je suis vraiment passionné de foot anglais. Je l'ai raconté une fois à SoFoot, je crois, mais à l'époque, j'étais quand même assez allumé, il faut dire les choses. Tous les samedis, parce que les matchs en Angleterre avaient lieu vraiment le samedi à la même heure dans les 4 divisions. Et j'avais l'habitude, le samedi à 18h, d'écouter la BBC. Je me souviens encore de la petite musique du rendez-vous de 18h, où il y avait un journaliste qui, d'une voix monocorde, donnait les résultats des 4 divisions. Et les 4 divisions anglaises, ça fait beaucoup parce que ça faisait 88 équipes à l'époque. Donc, la première ligue, évidemment, les grands clubs, Man United, ainsi de suite. Et puis ça descendait. Et puis vous arriviez à des matchs, Hull City contre Crewe Alexandra, des choses comme ça. Et j'attendais ça aussi. Et donc, j'adorais vraiment cet esprit britannique. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, j'ai toujours baigné dans cet univers. Et donc, ça m'a servi par la suite, oui. Alors, comment tu as eu cette idée d'enquête? Donc, il y a l'Angleterre, il y a la France, mais il y a aussi l'Italie, Alors, l'Espagne, ce qui s'est passé, la Grèce. c'est que, précisément, au moment où je deviens officiellement journaliste, c'est-à-dire je sors de l'école de journalisme en 1985, même ça commence un petit peu avant, je vais vous raconter une anecdote. À l'école de journalisme, j'étais notamment avec un ami qui reste un ami et quasi un frère, qui s'appelle Claude Askolovitch, qui est connu, qui fait la revue de presse sur France Inter et qui est un journaliste très, très médiatique. Et avec Claude, on est passionné de foot. Et juste avant de quitter le centre de formation des journalistes, le CFJ, on se dit, tiens, on va profiter des vacances de Pâques pour aller faire des sujets en Angleterre qu'on vendra sous forme de pige. Et on se dit, on va aller à Liverpool. On va à Liverpool tous les deux, dans une auberge de jeunesse, à nos frais. Et je fais un sujet sur le Liverpool Football Club et Claude fait Everton. Et en rentrant, on vend nos sujets à Mondial, 11 Mondial, enfin à l'époque, et puis peut-être un autre magazine, je ne sais plus. Enfin bref. Donc on était tout contents, on a passé notre semaine là-bas, ça nous a coûté plus de sous que ça n'en a rapporté, mais on était contents. On a assisté à un match, en l'occurrence c'était un match contre Panathinaikos, je crois, ça devait être la demi-finale de la Ligue de l'époque, la Coupe d'Europe de l'époque. Et puis, et après, il y avait la fameuse finale à Bruxelles, la finale Liverpool-Juventus. Et à ce moment-là, le journal Le Matin de Paris, qui était sur le point de m'engager, et qui me faisait travailler un peu comme pigiste, mais je venais de signer en quelque sorte mon contrat, me dit, voilà, on a besoin de quelqu'un pour aller couvrir cette finale, Liverpool-Juventus à Bruxelles. Moi, je suis tout jeune, j'ai 22 ans. J'ai même pas encore 22 ans, j'ai 21 ans. Et on me dit, il faut que tu ailles à Bruxelles couvrir le match. Bon, moi je suis super content, évidemment. Bon, un peu anxieux quand même, parce que c'est une finale de Ligue des Champions, j'ai 21 ans, je sors de l'école. C'est un gros truc. Je pars là-haut, et là, évidemment, moi je fais ce que j'ai toujours fait, c'est que je passe la journée dans Bruxelles avec les supporters anglais. Je discute avec eux. Il y avait personne que je connaissais particulièrement, mais je sens une forme de tension monter. Il y avait beaucoup, beaucoup d'alcool, des frictions, un peu de violence, même si Liverpool, c'était pas les pires à l'époque. Je sens mal le truc, mais d'instinct, parce que je connais ce monde-là. Et puis après, se passe ce qui se passe. Le stade était vétuste, la police incompétente, les supporters anglais ont chargé à plusieurs reprises des supporters italiens. Une partie de la tribune s'est effondrée. Il y a eu 39 morts, je crois, et des centaines de blessés. Ça a été un drame absolu. Et là, on est sur le drame du Heysel. On est le drame du Heysel à Bruxelles en 1985. Et là, moi, c'est mon premier reportage en live, en quelque sorte. J'écris dans la foulée plusieurs articles qui sont publiés le lendemain dans le Matin de Paris. Et puis,
donc moi, je continue par la suite à travailler au Matin de Paris. Et à partir de ce moment-là, quelque part, je suis un peu identifié comme quelqu'un qui connaît le monde des supporters. Et donc, pour le Matin, je vais faire d'autres sujets, dont des sujets sur le PSG et la problématique de la violence qui montait également à Paris à l'époque. Et puis, petit à petit, ça devient mon identité professionnelle, c'est-à-dire que je travaille sur ces thématiques de supporters. C'est un monde que je connais bien. Et puis, à chaque fois que je vais à l'étranger, je m'intéresse aussi à ces questions-là, en Italie, en Angleterre, bien sûr, un peu partout. Et puis, à force de recueillir des éléments, d'avoir des contacts, d'écrire des articles, je me dis, tiens, pourquoi ne pas en faire un livre ? Et ça a donné ce Génération, qui était une sorte de road trip dans l'Europe des supporters. Et donc, je me suis servi de ma base, qui était la connaissance de ce qui se passait à Paris et en Angleterre, pour après aller un peu partout. Alors, le sous-titre, c'est « Enquête sur les ultras du football », mais la plupart, c'est pas vraiment des ultras. Non, fallait trouver un terme générique, mais l'idée était quand même d'aller de pays en pays et de raconter un peu les différents modèles de supporterisme. Alors il y a évidemment les ultras au sens où on l'entend aujourd'hui de manière très structurée, associative, un peu clanique. Donc là, moi, effectivement, je me suis rendu en Italie à la base. Et puis après, il y a aussi tout le volet de gens côté plus modèle, plus britannique, dirons-nous. Là, on est plus dans du hooliganisme, voilà. Mais ça aussi, c'est un monde que je connaissais bien, à force. Et donc, j'ai continué à travailler dans ce domaine-là, y compris sur des très grosses compétitions, style des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe des Nations, c'est-à-dire que même si je n'étais plus moi au sport dans les journaux dans lesquels je travaillais, on faisait appel à moi pour me dire, bon bah là c'est un Championnat d'Europe des Nations aux Pays-Bas et en Belgique, il y aura des Allemands, il y aura un peu de tout le monde. Est-ce que ça t'intéresse d'y aller pour traiter ces questions-là ? Bah oui, évidemment, je connaissais un peu. Donc, voilà. Parce que justement, la particularité du livre, et je pense que c'est ce qui fait également qu'il est devenu culte, sans avoir peur du mot, c'est qu'en fait, on est dans l'action. C'est une étude sociologique, mais dans l'action. C'est-à-dire qu'on sent que tu es au plus près des supporters. Ah, mais ça, c'est une démarche de journaliste. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la prétention d'être sociologue. Mon boulot, c'est d'aller voir les gens et d'aller les raconter tels qu'ils sont, y compris avec leurs défauts, leurs excès, voilà. Donc, de me placer en témoin et de rendre compte de ça aussi fidèlement que possible. De fait, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ma démarche, à chaque fois, c'était de partir des gens, d'être avec eux et de voir comment ça se passait. Et bien souvent, des confrères me disaient « Mais comment t'as fait pour avoir les contacts ? Comment t'as fait ?» J'avais l'impression qu'on me demandait comment j'avais fait pour pénétrer Al-Qaïda ou Daesh. Non, attendez, ça reste quand même... il faut connaître du monde, être d'une certaine... établir une relation de confiance petit à petit, mais ça s'est fait relativement naturellement, peut-être parce que j'étais jeune, peut-être parce que j'avais les bons contacts au bon moment, que les gens s'apercevaient quand je parlais de ce monde-là, que j'en connaissais les codes et que je ne disais pas n'importe quoi, s'apercevaient aussi que quand je n'ai jamais trahi personne quand on me faisait confiance. Enfin bref, mais c'est simplement la base de mon métier. Je veux dire, j'ai par la suite fait travailler sur d'autres milieux où ça a fonctionné de la même manière. Ma conception du reporter, c'est quelqu'un qui va sur le terrain et qui raconte la réalité telle qu'elle est, qui peut parfois choquer, qui peut énerver, qui peut tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est ma démarche. Je ne voulais pas rester à l'extérieur et juger. À l'époque, le livre, il n'a pas un succès de librairie phénoménal, mais est-ce que toi, tu te rends compte qu'il va devenir quand même un objet culte pour les supporters ? Assez vite, parce que même si, encore une fois, oui, effectivement, ça n'a pas fait des ventes extraordinaires, mais assez vite, on m'en parle dans le milieu, et ce qui est assez fou, c'est que, comment dire, moi j'appréhendais, on appréhende toujours quand on sort un livre, on se dit, bon, d'abord, est-ce que je vais en vendre ? Bon, ça, j'ai compris que ça serait correct, mais pas non plus énorme. Et puis après, je me dis, j'espère que j'ai pas écrit de conneries, pour être clair. Est-ce que des gens vont pas me dire, attends, mais qu'est-ce que t'as raconté, ainsi de suite ? Pas du tout. Les gens m'ont dit, waouh, toi tu connais. et surtout, j'ai permis à des gens qui étaient en France de découvrir comment ça se passait réellement en Angleterre, en Allemagne, ainsi de suite, d'être à l'intérieur.
évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet, les réseaux, les photos et tout ça. Les supporters ou même les groupes ultras communiquaient entre eux, mais par courrier à l'ancienne, en s'envoyant des petites photos et des stickers, ainsi de suite. On n'était pas dans la transmission de mails avec des pièces jointes en WeTransfer. C'est pas du tout la même chose. Et ce livre, quelque part, a permis ça, de créer du lien. Et des années après, et à la limite, ça m'est encore arrivé il y a 3-4 ans, alors que j'ai quelques cheveux blancs de plus et une petite barbe, les gens me disent « Ah, mais c'est vous, Génération !» et tout ça, c'est quand même assez dingue. Et par exemple, en Belgique, ça a eu un impact assez important. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction, parce que les gens qui sont des acteurs directs de ce milieu-là me disent « Waouh !» Bon, c'est une référence, ça veut dire que j'ai fait le job, quoi. C'est ça. Ils ont reconnu la qualité et les codes. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Les codes, et puis je pense qu'ils ont apprécié le fait que... Alors depuis, il y a d'autres journalistes qui ont fait du bon travail. Hein. Je n'ai pas le monopole de tout cela. Mais, comment dire, ils ont apprécié en leur temps le fait que j'aille au plus près de certaines situations, y compris les plus violentes parfois, ce qui nécessite de ma part de savoir jusqu'où je peux aller, et voilà. Mais je me suis toujours placé en observateur, et c'est pareil pour Paris. Pour l'anecdote, je vais revenir sur Paris, mais j'ai quand même poussé le truc assez loin. C'est que y a un chapitre sur Paris où, en gros, à l'époque, Auteuil n'existe pas encore, mais j'ai donc raconté l'histoire de la tribune Boulogne à l'époque, que je connaissais bien. Mais il y a un chapitre sur Marseille également. Et sur Bordeaux. Un autre sur Bordeaux. En ce qui concerne Marseille, je suis allé donc plusieurs fois assister des matchs au stade Vélodrome, dans les virages, avec les ultras évidemment de l'OM, qui savaient parfaitement que j'étais journaliste. J'étais pas là en cachette. Qui savaient que j'étais journaliste parisien. Donc voilà. Et j'ai poussé l'exigence professionnelle jusqu'à faire un déplacement de Marseillais avec eux à Paris. Enfin, un déplacement. Je suis pas parti de Marseille avec eux, mais je les ai retrouvés porte d'Auteuil. À l'époque, ils se garaient porte d'Auteuil. On avait convenu un rendez-vous. Je suis arrivé. J'avais je sais pas, ils étaient 150 ultra marseillais qui ont marché vers le stade. J'étais avec eux, donc c'est une sensation assez étonnante. J'étais à côté de Rachid Zerwal quand même. D'accord. Et c'est Rachid Zerwal qui était tout jeune à l'époque, moi j'étais jeune. Et on est entré au stade comme ça. Je suis rentré, j'étais dans les tribunes avec les Marseillais. Et du coup, tu avais tes amis parisiens qui non, parce qu'ils étaient relativement loin, mais et voilà, donc j'en ai rendu compte, et j'ai jamais eu le moindre reproche des Marseillais sur le chapitre qui concerne Marseille à l'époque. Et alors justement, à l'époque, tu étais déjà au supporter du PSG, déjà au Parc des Princes, déjà peut-être à la tribune Boulogne. Tu n'as jamais eu de problème par rapport à ce que tu aurais pu dire dans le livre sur eux, ou au contraire, ils ont dit merci? Non, côté Boulogne, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Donc il y a des gens qui m'ont un peu chambré par la suite. C'était marrant. Il y a notamment un historique qui s'appelait Fabien. Mais comment dire, ça s'est super bien passé, parce que il se trouve que je reçois un coup de fil un jour, parce que Fabien, qui était un skin parisien à l'époque, qui était fan de West Ham au-delà du PSG, et comment dire, dans le livre, je mets un moment, et il y a aussi parmi les habitués un costaud qui habite Meudon et supporter de West Ham, qui s'appelle Fabien. Et un jour, je suis au journal, je reçois un coup de fil. Allô, c'est Fabien, le gros costaud de Meudon. Moi, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça, et on pourrait se voir, mais on s'est vu, et il n'y a eu aucun problème. Il voulait une dédicace. Hein, oui, pratiquement, oui. Non, Fabien, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, donc non, il n'y a pas eu de retour négatif. Au contraire, ça m'a ouvert d'autres portes, et ça a permis d'entretenir mes contacts. Mais à la limite, par exemple, quand je suis allé en Italie pour Génération, les contacts que j'avais au Milan avec les Brigate Rossonera, je les avais eus par des Parisiens, enfin en l'occurrence par un Parisien qui s'appelait Luc. Et Luc avait des copains, il était d'origine italienne, il avait des copains à Milan. Il m'a dit, tu appelles un tel de ma part. Arrivé là-bas, j'appelle un tel de sa part, et c'était parmi les chefs historiques, et qui sont restés des gens qui étaient vraiment des gens très très bien mieux que ceux qui sont maintenant en charge de ces groupes à Milan. Et j'ai sympathisé avec eux, et il y a eu un lien de confiance comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Ça a tout de suite été validé, parce que je connaissais un peu ce milieu.
Il y a beaucoup de connexions entre les groupes de supporters, entre certains membres, même des fois de clubs rivaux d'ailleurs, ça peut arriver. Mais... Oui, ça pouvait arriver à l'époque un petit peu, oui, voilà. Alors, je tiens à préciser que dans cette période où j'étais, où j'étais à fond à la fois dans le traitement du monde des supporters, dans les différents journaux dans lesquels je travaillais, et pour Génération, je répète que je n'avais la carte d'aucun groupe. Et qu'à la limite, par exemple, quand je fais le déplacement avec les Marseillais à Paris, ils savent très bien que j'ai une sympathie sportive pour Paris et que voilà, c'est comme ça, mais ça fait partie de la vie. Ils étaient assez intelligents pour comprendre que ça posait pas de problème. Mais à partir du moment où je fais mon job, normalement. Tu étais indépendant parmi les indépendants. Exactement, c'est un peu ça. Voilà. Alors, ton livre, il a été très rapidement quand même en rupture. Et aujourd'hui, on ne le retrouve pas en librairie. Mais est-ce que ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore peuvent le trouver aujourd'hui ? Ah ben ils le trouvent, s'il en reste. SoFoot a eu la très bonne idée de le rééditer il y a une grosse douzaine d'années. Et puis après, il a à nouveau disparu un peu de la circulation. Et là, il y a quelques mois, SoFoot en a fait une édition un peu plus... une réédition dans une sorte de petit coffret avec en complément un hors-série spécial supporter qu'ils avaient fait à une époque et qui est vraiment très bien ficelé. Donc s'il en reste, et voilà, c'est chez SoFoot. Et sinon, on dit à SoFoot qu'il faut relancer une troisième édition. Ça, faut voir avec eux. Alors, pour Philippe Broussard, quelle est la définition du mot supporter ? Vaste question. Je reviens à ce que je disais à l'origine, c'est-à-dire un amoureux encore une fois, d'un stade, de couleurs, d'une histoire. Ça va bien au-delà des joueurs. C'est quelque chose de plus fusionnel, de plus... Je sais pas comment dire, mais encore une fois, c'est une relation exactement comme les relations amoureuses, c'est-à-dire qu'on peut avoir des moments de tension, des moments où on a envie de tout envoyer bouler, de partir, de rupture. Et puis non, il y a un truc qui nous retient, on se rabiboche et puis c'est mieux la fois d'après. Avec Paris, j'ai eu envie d'en finir 100 fois, mais c'est pas possible. Toujours là. Alors il y a un truc, c'est que maintenant que je suis abonné depuis très 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 longtemps, et il y a un système de reconduction automatique de l'abonnement. C'est-à-dire que pour en finir avec l'abonnement, il y a une date butoir, admettons voilà, et il faut appuyer sur le bouton pour dire non, l'année prochaine je veux pas. C'est malin. Il y a eu plusieurs fois où j'ai dit à ma femme bon allez, cette année je vais appuyer sur le bouton, puis l'échéance arrivait et puis elle me disait à propos t'as appuyé sur le bouton, bah non finalement pas cette année. Voilà. On est reparti pour un an. On est reparti, bon bah voilà c'est comme ça, bon, mais ça c'est logique, ça a été après la remontada, après d'autres trucs comme ça, mais c'est passager. En revanche il y a une chose qui me ferait arrêter, ça j'en suis certain, c'est le départ du parc. Départ du Parc des Princes. Ça c'est une certitude, moi c'est fini. Ce serait une rupture pour toi Une rupture totale, il n'y a plus de raison, quoi. Je veux dire, on ne quitte pas la maison de famille. Alors, puisque je voulais y revenir plus tard, mais puisque tu abordes le sujet, justement, en 2024, Cyril Dubois, l'avocat du CUP, a publié une lettre ouverte en juillet, co-signée avec de nombreux supporters, dont toi, des groupes de supporters également, pour que le PSG reste au Parc des Princes. Je n'ai pas co-signé la lettre. Tu n'as pas co-signé. J'ai pas signé la lettre. Par contre, je crois que la lettre a été diffusée justement dans le journal Le Monde. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un hasard ? Non, parce que c'est pas un hasard, je vais pas dire que c'est un hasard, c'est que la lettre a été transmise à mes collègues, j'ai signalé à mes collègues qu'il y avait cette lettre, et puis mes collègues en toute liberté ont décidé de la passer, parce que c'était de l'information, parce qu'on a des tribunes dans le journal qui peuvent concerner des tas de causes différentes, et en l'occurrence, à mon avis, c'était justifié. Mais je n'ai pas effectivement co-signé la lettre, même si, je tiens à le préciser, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui est écrit. Alors justement, par contre, je crois que tu avais co-signé celle de 2012, déjà de Cyril Dubois. Donc 2012, c'est juste après l'arrivée des Qataris, où du coup, il y avait déjà eu une lettre ouverte pour demander au Paris Saint-Germain, en tout cas ses dirigeants, de rester au Parc des Princes, qu'il y avait déjà des rumeurs à l'époque. Et dedans, vous aviez marqué « Le PSG saura-t-il préserver son âme ?
respecter son histoire sans tomber dans les excès du formatage marketing. Oui, mais comme quoi on avait vu juste. C'est ça. Non, mais c'est vrai, à l'époque, j'étais pas au Monde, j'étais à l'Express, mais j'étais évidemment déjà supporter de foot, et je crois que dans les signataires, il devait y avoir aussi Michel Collard, l'historien de référence du PSG. Il y avait Cyril, il y avait des joueurs dont Bernard Guignedou, le premier buteur de l'histoire du PSG, enfin des gens vraiment, vraiment bien. Bibard également, je crois. Michel Bibard, exactement. Et en fait, oui, effectivement, on sentait venir les dangers. C'est à l'époque, on commençait à dire oui, pourquoi pas un jour, voire plus grand, ainsi de suite. Et voilà. Alors, je ne vais pas, cracher sur tout ce qui s'est passé ensuite. On a eu des satisfactions, il y a eu des bonheurs avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, mais on a eu aussi des excès dans le Star System. Et l'essentiel, encore une fois, pour les supporters que nous sommes, en tout cas c'est ma conception, c'est vraiment de préserver l'âme, l'identité. Alors je sais que ça peut être un vain mot, c'est un peu utopique à l'époque où on est. Le foot, c'est aussi du business, et on n'est pas dans un monde de bisounours. Il n'empêche qu'il faut tout faire pour cela. Et à mon avis, un stade sans supporters, sans âme, sans chant, c'est pas un stade de foot, et donc c'est un club qui meurt. En l'occurrence, si le PSG devait aller ailleurs, il y aurait peut-être, même sans doute, du public. Je ne suis pas certain qu'il y aurait la même âme qu'il y a au Parc des Princes. Quand j'ai connu les matchs d'Arsenal à Highbury à une époque, c'était pas la plus belle ambiance d'Angleterre, c'était pas extraordinaire Arsenal, mais c'était quand même mieux que l'Emirates. Quand je vois certains matchs anglais aujourd'hui, là je voyais Villa West Ham ce week-end, mais c'est triste à mourir en termes d'ambiance. Il y a de moins en moins d'ambiance dans les stades anglais. Quand les supporters de City sont venus l'autre jour, ils m'ont fait peine à voir, c'est plus des supporters anglais. Ça chante pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme. Et j'ai pas envie que Paris devienne comme ça. Ça, ce serait ton point de rupture. Ah ben moi, oui, c'est un point de rupture. Je vais même dire une chose, c'est que quand il y a des matchs sans supporters, en clair, quand Auteuil est suspendu et qu'il n'y a pas cet effet d'entraînement créé par la tribune Auteuil, donc qu'il y a moins d'ambiance, il m'arrive de prêter mon abonnement et ma place, et je ne vais pas au stade, parce que pour moi, un stade sans ambiance, c'est pas un stade. Tu penses que ce serait une erreur stratégique des dirigeants du PSG ? Je pense que ça serait une erreur stratégique. Alors je comprends l'intérêt de vouloir grossir, d'avoir un peu plus de public pour faire entrer plus d'argent, admettons. Mais ce serait une erreur en termes d'image. Ils sont dans... Et là, je dis ça au-delà de mon côté partisan, dans l'un des plus beaux stades du monde, dans le plus beau quartier du monde, dans la plus belle ville du monde. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux en termes d'emplacement, y compris dans leur logique marketing ? Si on réfléchit en marketing, en business, en invité, en VIP, qu'est-ce qu'on veut offrir de mieux qu'un stade situé à un quart d'heure de tous les palaces parisiens, du Paris by Night, plutôt que d'aller à 50 km de Paris ? C'est une question de logique. En termes d'image, il y a certains endroits, quand vous êtes dans les places hautes au parc, vous apercevez le haut de la Tour Eiffel. Tu te rends compte ce que c'est d'apercevoir le haut de la Tour Eiffel dans un stade de foot ? Bon, et ben ça c'est magique, et ça on ne l'aura pas à Saint-Quentin, à Aulnay-sous-Bois, quel que soit le respect que je puisse avoir pour ces localisations. Ça serait plus le PSG, enfin pour moi. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle depuis 2012 le PSG est toujours au Parc des Princes, parce que c'est très complexe de trouver un stade à Paris, enfin de pouvoir construire un nouveau stade à Paris en tout cas. Oui, bien sûr. Après, encore une fois, le bon sens, y compris marketing, exige de rester. Après, il faudrait trouver effectivement des aménagements pour agrandir un peu le stade dans des proportions justes. Avant l'arrivée des Qataris en 2011, il y a eu 2010, il y a eu 2006. Toi, tu étais présent le soir de PSG Tel Aviv, tu étais présent au plus près de Julien Kemener quand il y a eu ce drame à la porte de Saint-Cloud, à côté du McDonald's, du dépôt de bus. Tu as tout vu en direct ce jour-là. Oui, totalement. Je l'ai même vu mourir, je peux dire les choses. Tout simplement, j'assistais au match dans les tribunes avec un oncle, un neveu et un de mes fils.
Et puis, il suffit de connaître un petit peu ce stade pour sentir que ça partait en vrille, à la fois sur le terrain et puis, par définition, ensuite à l'extérieur, dans un contexte politique déjà tendu. Et donc, à l'issue du match, j'ai fait ce que j'ai très souvent fait, malheureusement, à une époque au Parc des Princes, c'est-à-dire que sachant qu'il y allait avoir des incidents à l'extérieur, j'ai laissé ma famille rentrer tranquillement à la maison. Et puis de mon côté, cette fois pour le travail, je suis allé tourner autour du parc et donc j'ai été témoin de l'agression et puis ensuite le moment du coup de feu et le fait de voir Julien Kemener tout près du McDo et du dépôt de bus décédé. Et donc à l'époque, c'est vrai, là dans l'urgence, pour l'Express, j'ai fait un article racontant ce qui s'était passé. Et ensuite, tu as du coup été témoin de toute l'évolution du conflit entre les différentes tribunes. Tu as senti ce qui allait arriver en 2010 avec notamment le décès de Yann Laurence? Oui, j'avais été alerté parce que, je connaissais des gens des deux côtés, évidemment, y compris à l'époque Auteuil, qui a vu le jour en 91, et que c'est vrai que dans les années suivantes, on a senti qu'il y avait deux camps qui étaient en présence. Je ne pensais pas que ça atteindrait le degré de violence qu'il y a eu par la suite. Je pensais pas que ça serait à ce point-là. Ce jour-là, c'était un dimanche soir, je crois. J'étais au parc aussi. Là, pour le coup, je n'ai pas assisté à ce qui s'est passé en termes de bagarre. J'en ai eu beaucoup d'échos par des gens que je connaissais, effectivement. Mais même là, ça m'a vraiment surpris. Je me dis, c'est pas possible, faut faire quelque chose. On avait atteint un point de non-retour. Et tu penses que le club, ou en tout cas les pouvoirs publics, justement les années entre 2006 et 2010, ont fait ce qu'il fallait ou que ça les a dépassés? Tu veux dire en excluant par la suite les ultras et tout ça ou... Effectivement, où on a eu la dissolution de plusieurs groupes, les Boulogne Boys, les Tigris Mystiques aussi qui avaient été mis de côté à Auteuil, mais finalement les indésirables, j'allais dire, qui étaient toujours là et qui week-end après week-end continuaient à faire des exactions qui n'avaient rien à voir avec le football ou le supporterisme. Finalement, aux yeux de tout le monde, aux yeux des médias, aux yeux des pouvoirs publics, des policiers, et avec très très peu de bâtons, j'allais dire. Comprendre cette situation a toujours été très compliqué, parce que la violence a été crescendo, je dirais, moi je l'ai vu naître, y compris à Boulogne, alors un tout petit noyau de 20, 30, 50 personnes, et puis ainsi de suite. Après, par la suite, avec une coloration politique de plus en plus marquée, même si, j'insiste là-dessus, il n'y a jamais eu de récupération directe par des mouvements d'extrême droite, des tentatives, mais pas forcément de récupération directe. Et puis, c'était aussi le reflet de l'évolution d'une forme de hooliganisme à l'époque où les indépendants commencent à prendre de l'importance dans le virage Boulogne. Ça correspond à une époque de hooliganisme assez intense en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, un peu partout. On va vers une spécialisation en quelque sorte du hooliganisme et la France n'a pas échappé à ce phénomène. Ce qui est plus problématique à mon avis, c'est le fait que les autorités policières, judiciaires et sportives étant tardé à comprendre ce qui se passait. Pour elle, c'était des violences de supporters de foot. On était dans les excès assez classiques. C'était beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus nuancé. Ça nécessitait une connaissance de ce monde très particulier, y compris de la part des policiers, pour être efficace. Et donc, il y a eu une sorte de retard à l'allumage dans le traitement de ces questions, y compris dans l'accompagnement et le soutien à des groupes plus pacifiques, si j'ose dire. On a eu tendance assez vite à mettre tout le monde dans le même sac, et ça a fini par poser problème. Après, vous aviez aussi le problème de l'évolution de la loi, c'est-à-dire que autant à Paris, il y a des gens qui commençaient à connaître un peu ce qui se passait dans le milieu des supporters, mais quand les exactions étaient commises à Laval ou à Toulouse, les parquets locaux ne
connaissait pas ce contexte et avait du mal à l'analyser et donc à réagir. Voilà. Il y a eu un très net retard à l'allumage, des autorités françaises sur ces questions-là, et du coup le mal s'est un peu enquisté et a perduré jusqu'à atteindre ce climax d'une certaine manière qu'ont été les événements de 2006 et 2010. Alors justement, tu as dit mettre tout le monde dans le même panier. C'est un peu ce qui s'est passé après 2010 avec le plan Le Pro. Comment toi, le supporter du Paris Saint-Germain, a vécu ce moment-là ? Je l'ai très mal vécu parce que d'un côté, je tiens à le dire, au moins au début, je pense qu'il fallait vraiment faire quelque chose. C'était pas possible de continuer comme ça. Donc il fallait une réaction et moi, j'en ai jamais totalement fait le reproche à la direction de l'époque d'avoir mis en place ce plan. Il fallait faire quelque chose. Après, à mon sens, ça a duré un peu trop longtemps et surtout, ça a sanctionné de manière injuste des tas de gens qui n'avaient strictement rien à voir dans la violence, y compris dans les groupes. Donc ça a mis à l'écart, pour des raisons fondamentalement bonnes, mais ça a mis à l'écart des gens qui ne méritaient pas de l'être. Et on est tombé dans un système de gestion des abonnements qui était totalement aberrant. On voulait à tout prix éviter les regroupements, ça devenait compliqué de céder sa place même à mon propre fils. Il y a des jours j'ai pas pu céder ma place à mon fils alors que je pouvais pas aller au stade, enfin des choses totalement dingues, tout ça pour des raisons de sécurité que je peux comprendre encore une fois, mais ça a duré un peu trop longtemps. Et c'est une période que j'ai détestée parce que le parc était sans âme, sans vie, alors que des grands joueurs commençaient à arriver. Bref, il y avait un effort fait de ce côté-là. Mais ça a été un peu du gâchis de ce point de vue-là. Et après, heureusement, il y a eu des gens qui se sont battus pour que les ultras puissent revenir petit à petit, et tant mieux. Et les Qataris sont arrivés. Oui, les Qataris sont arrivés avec des choses bien et des choses négatives aussi. Alors justement, quelle est la vision gamin, 10 ans, t'es en 1974 pour le match de la montée PSG Valenciennes au Parc des Princes. Quelle est ta vision 50 ans après du PSG d'aujourd'hui ? Je vais pas mentir, j'ai pas tout à fait non plus la même fibre, les mêmes sensations. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais par définition, je pense qu'un supporter est quelqu'un de nostalgique. Donc j'ai plutôt tendance à regarder dans le rétroviseur que de regarder devant. Si tu me demandes quels sont mes joueurs préférés, j'irai pas te citer Mbappé, Ibra ou Beckham. On va y venir. Non. mais voilà, donc j'ai plutôt tendance à regarder dans le rétroviseur et que j'ai bien la sensation que même aujourd'hui, quand j'ai des moments d'euphorie, de joie ou quoi que ce soit, je compare tout de suite avec certains épisodes passés. Donc on reste à jamais marqué par ce qu'on a vécu à l'enfance, à l'adolescence, voilà. Donc j'aime bien regarder derrière. Mais ça, c'est mon côté un peu nostalgique. J'aime bien aussi les films en noir et blanc et la musique des années 70 ou 80. Donc voilà. D'accord. Alors avant de regarder... T'as le droit de me traiter de vieux con si Non, pas du tout. Je pense qu'on est un peu pareil. Avant de regarder dans le rétro, comment tu vois le Paris Saint-Germain dans 20 ans ? Oula. Bah déjà, s'il n'est pas au parc, je ne le vois pas. D'accord. Bon, donc ça règle un problème. S'il est au parc, je le vois un peu comme il est maintenant, c'est-à-dire un club qui aura une image qui se sera développée énormément, qui est connu à l'international, dont les couleurs sont connues à l'international, même si on ne respecte pas, à mon goût, assez le maillot, la couleur historique du maillot. Voilà, non, je le vois vivre sa vie d'entreprise mondialisée. Voilà. Le maillot en noir et blanc, c'est pas trop ton truc. Ah, pas du tout. Le maillot en noir et blanc, le maillot tout bleu du match contre City, non, ça c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt maillot Echter, historique, voilà, ou le maillot blanc à l'extérieur, très beau, voilà. Et alors en 1974, ils avaient joué avec quel maillot d'ailleurs ? Oh là là, la pub, c'était du... Ah non, ça c'est certain, puisque Echter était président, donc ça devait être le maillot rouge et bleu, et je sais pas s'il y avait pas... la pub, ça devait être soit RTL, soit Canada Dry. Ouais. Alors justement, passons dans le rétro. Tu viens de citer Monsieur Echter. Quel est pour toi le président qui aura le plus marqué l'histoire du Paris Saint-Germain ?
Alors, j'aurais tendance à dire Daniel Echter parce qu'il a eu un rôle fondateur important, mais je ne peux pas ne pas citer Francis Borrelli. Voilà, pour moi c'est Francis. Alors j'ai eu la chance, du fait de ma double casquette de supporter et aussi à un moment de journaliste de sport, de le croiser, de l'interviewer. Et pour l'anecdote, je vais te raconter un truc. Comment dire ? Des années après qu'il ait cessé d'être président, alors je ne sais plus trop dans quelle époque on était, mais enfin c'était fin des années 90, il n'était plus président. Un soir de match au parc, je sors du parc, je vais chercher ma voiture tout bêtement, et qui je croise ? Francis Borrelli, qui lui-même allait, chercher sa voiture, retrouver des amis dans un resto. Il était seul. Il me voit, je m'approche pour le saluer, il me reconnaît, j'étais tout fier qu'il me reconnaisse. Et il me dit fils, donnez-moi votre numéro, je vous appelle un de ces jours. Je lui laisse mon numéro. Quelques jours après, je suis au journal, au Monde à l'époque, il m'appelle, il me dit fils, je veux écrire mes mémoires et je veux que ce soit vous. Là, j'en ai encore des frissons. Parce qu'on avait une relation de confiance, il savait que j'étais réglo, puis que par définition, j'étais quand même assez... Je comprenais de quoi il parlait, et puis bon, j'avais une passion à moi qui était la sienne aussi. Et bon, il se trouve que ça s'est pas fait parce que j'avais 200 000 choses à faire à l'époque, j'étais sur un autre livre, ainsi de suite, mais j'ai toujours gardé en moi ce souvenir, cet appel de Francis Borrelli qui me dit je veux raconter ma vie de dirigeant de foot et au-delà, et je voudrais que ce soit vous. Quel dommage. Oui, je sais bien. Les mémoires de Francis Borrelli par Philippe Broussard, ça aurait été quelque chose. Mais voilà, donc moi je retiendrai Francis Borrelli pour plein de choses. Une autre anecdote, un jour je fais un déplacement pour le journal, alors c'était pour le sport ou je ne sais plus. Enfin bref, je fais un déplacement à Monaco pour suivre un match. Et là, pour le coup, je suis en tribune de presse, fallait que je fasse le compte-rendu du match. Et après le match à Monaco, il n'y a pas 50 endroits pour aller dîner. Et le seul resto ouvert ce soir-là, c'était le resto du Casino. Bon. Je vais avec 2-3 copains de l'équipe et autres pour dîner au Casino. Et on arrive, il y avait une table avec les dirigeants du PSG, dont Francis Borrelli, qui nous disent venez, on va dîner ensemble, on va manger un morceau. On s'installe à table, je suis à côté de Francis. Et puis à un moment, on est en train de dîner, normalement on discute de choses et d'autres, Paris avait gagné. Et puis il y a un serveur qui vient voir Francis et qui lui dit Monsieur Borrelli, il y a les supporters, il y a 2/4 de supporters parisiens qui sont dehors, ils voulaient vous saluer et vous remercier pour la victoire avant de remonter sur Paris. Et Francis se lève, il dit je vais les voir, viens fils, on y va. Bon, moi j'y vais parce qu'en plus il se trouve que je les connaissais de l'autre côté. Je l'accompagne, on se retrouve devant l'écart, et là il y a les jeunes qui étaient des boys ou je ne sais plus, qui descendent et qui disent Monsieur Borrelli, on voulait vous remercier, on y va. Et là il les regarde, il dit mais attendez, vous allez vous taper tout le retour en quart? Bah oui, c'est comme ça. Mais vous avez mangé? Bah non. Il repart en cuisine, il revient avec une quinzaine de baguettes, des pâtés, des machins, du jambon. Il a piqué tout ce qu'il y avait dans les cuisines, il a signé la note évidemment, et hop, il l'a filé aux gars pour qu'ils aient à bouffer dans le quart du retour. Quand on me pose la question quel est le dirigeant de l'histoire du PSG, pour moi c'est Francis Borrelli. Bravo. Si on devait citer un entraîneur du PSG. Alors là je vais faire un petit saut dans le temps. Il y en a eu pas mal. Mais qui je pourrais dire? Si je suis nostalgique, je dis Georges Perroche. Voilà, parce que la simplicité, l'engagement, l'amour du club. Je pourrais dire Gérard Rouillet aussi. Oh là là, mais c'est compliqué ça. C'est compliqué. Quand on a connu toute l'histoire du Paris Saint-Germain, effectivement. Voilà. Non, mais je serais plutôt sur les anciens quand même. Voilà. Ah si. Non, ça y est, le débat est clos. Non, le débat est clos. Arthur Georges. D'accord. Arthur Georges, grand entraîneur, homme très intelligent, très cultivé, la classe. Je ne l'ai pas du tout côtoyé du point de vue professionnel. En revanche, Houillet, par exemple, je l'ai côtoyé un peu plus. Mais non, Arthur Georges, voilà.
La question est réglée. Il avait sous ses ordres une équipe équilibrée, des mecs bien, une véritable équipe. Là, Paris était très fort à l'époque. Et il y était pour beaucoup. Et le titre de 94. Bien sûr. Alors, on a bien compris que ça ne serait pas Kylian Mbappé. Mais si on devait citer un joueur dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça fait tout de suite. Il peut y avoir un match avec Mustapha Dalem, mais c'est ça fait. Pas Dogliani. Non, même si j'avais un respect énorme pour ce monsieur, parce que je pense que bien au-delà du côté sportif, il se trouve que j'ai des gens qui le connaissaient très très bien, et je pense que c'était quelqu'un de vraiment très bien. Non, Safet, voilà, parce que Safet nous a fait rêver, parce que Safet a délivré des caviars, comme il disait lui-même. Et quand on lui posait la question, j'ai un copain journaliste, Bruno Vigoureux, qui un jour il travaille à France Soir, il lui dit... il avait un match à 3 passes décisives ou un truc comme ça. Il dit alors, Safet, quelle sensation ça fait d'offrir comme ça les ballons à ses... Et il dit, pas de problème. Quand Safet content, Safet donner caviar. Et voilà, et c'est resté l'expression, il a offert un caviar, et c'est lui. Hein. Et non, j'adorais. En tant que joueur, après, encore une fois, je ne l'ai jamais interviewé, je ne le connais pas spécialement, mais en tant que joueur, Safet, c'était extraordinaire. Alors, donc Safet Suzic, c'était le PSG caviar. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il choisissait ses matchs ou c'est une légende? Oui, c'est possible qu'il ait choisi ses matchs, mais je l'ai vu faire, par exemple, contre la Juve. Il faut voir ce que c'était que la Juve à l'époque. Mais Safet, il s'amusait avec les défenseurs italiens de la Juve. Franchement, et dans un tout petit périmètre, il faisait des trucs et... Oh. Non, il était fort. Il était fort. Alors, depuis 1974, tu as dû voir plus de 1000 matchs au Paris. Oui, en gros, oui. Lequel tu retiendrais? Là, c'est pareil, il y a un peu photo. Alors, c'est un nouveau voyage dans le temps. Je peux pas oublier la première Coupe de France contre Saint-Étienne, la victoire au tir au but. 1982. Et en fait, le souvenir que j'en garde, c'est que ça avait été la croix et la bannière pour obtenir des billets, mais on y était avec mes copains. Et en fait, tous les supporters de Paris étaient dans Auteuil ce jour-là. Et puis c'est extraordinaire. C'est une finale d'anthologie. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et puis après, les Champs-Élysées, le défilé... Pour l'anecdote, je crois que c'est le lendemain, il y a eu un défilé des joueurs sur les champs, et je me vois encore courir à côté de la voiture décapotable où il y avait Louis, et j'ai donné mon écharpe à Louis. Enfin, c'était... Voilà. Peut-être que si on retrouve des photos. Voilà. Et non, après, il y a un autre match. Alors là, je m'adresse un peu aux initiés. Les très anciens se souviendront, je pense, mais ça doit être en 81, l'année d'avant. Paris joue en 16e de finale contre Nantes. Alors ça, c'est encore une fois un match que les moins de 40 ans, même les moins de 40 ans ne peuvent pas se souvenir. Match aller, on a dû perdre 2-0 là-bas, je crois. Et match retour, au bout d'une demi-heure de jeu, Paris mène 3-0. Et le match va se finir à une victoire de Paris 5-3. Un truc de dingue. Paris est éliminé. Mais ce qui est vraiment important ce jour-là, c'est que à partir du moment où il y a 3-0, il faut voir ce que Nantes représente à l'époque. C'est vraiment un gros club avec Saint-Étienne. C'est vraiment c'est le summum du foot français. Et ils arrivent au bout d'une demi-heure 3-0. Boubacar, Toko, enfin bref, c'était le festival. Et là, il se passe un truc extraordinaire. C'est-à-dire que à l'époque, encore une fois, il y avait les jeunes supporters qui étaient dans Boulogne, qui avaient l'habitude de chanter. Pas dans les proportions actuelles, c'était surtout un noyau au sein de Boulogne. Et puis là, il se passe il y a une telle alchimie entre l'équipe, le public et Boulogne que les supporters habitués à chanter criaient Paris, Paris, et d'un seul coup, le parc entier s'est mis à crier Paris. Et je me souviens de ma sensation de me dire, mais d'habitude on est 200 à crier Paris, et là d'un seul coup, il y a 40 000 personnes, Paris. Et cette résonance dans le parc, pour moi, c'était historique, c'était une première. Alors maintenant, on la connaît. Mais j'ai jamais oublié cette sensation-là. Et je pense qu'il y a plein de supporters historiques qui ont vécu, qui ont la chance de vivre ce moment-là, qui se souviendront à la fois de la sensation sportive, parce que c'était un match extraordinaire, et puis d'un seul coup, le côté « waouh ». On n'est pas quelques-uns à chanter dans notre coin. Là, il y a un truc qui est en train de naître. La naissance d'un public derrière le Paris Saint-Germain. Exactement. Pareil, tu as fait combien de déplacements?
Pas énormément. J'ai fait des déplacements, allez, je dirais au maximum une cinquantaine. Au maximum une cinquantaine, dont certains en Coupe d'Europe. À Milan, à Bruges, à Waterskei. Ils avaient été en quart de finale en Belgique. C'était un endroit terrible. Il pleuvait, c'était moche, on a perdu. Enfin, c'était l'horreur. Ça, c'est des très vieux souvenirs. J'ai fait évidemment les finales à Rotterdam et à Bruxelles. Enfin voilà. Mais j'ai pas fait énormément de matchs. Si, il y en a un qui m'a marqué quand même. Aussi à Marseille. Je suis allé à plusieurs reprises à Marseille. Et pas que avec les ultras marseillais. Pas qu'avec les ultras marseillais, mais je l'ai jamais fait avec les ultras parisiens ou les autres supporters parisiens. Non, là pour le coup j'ai assisté à des matchs, mais plutôt en tribune. Et alors il y en a un en particulier le match après la Ligue des Champions gagné par Marseille à Munich. Il y a un match Marseille-Paris ensuite, et je suis dans le stade. Donc, je suis pas très heureux, mais je suis dans le stade. Avec un scénario qui n'a pas tourné à l'avantage des Parisiens ce soir-là. Non. Et ils ont vu du coup que tu n'étais pas supporter marseillais peut-être. Voilà. Non, mais bon, après, c'est encore une fois, je pense avoir toujours gardé le recul nécessaire, et je vais d'ailleurs, pour te montrer à quel point j'ai du recul sur la situation, un de mes meilleurs amis dans la vie était Pape Diouf, le regretté président de l'OM, donc voilà, comme quoi on peut avoir des amis de l'autre côté. De l'autre côté. T'es un peu le pionnier, on l'a dit tout à l'heure, la référence des sociologues, ou en tout cas des journalistes qui enquêtent sur les supporters. J'en connais d'autres, et alors du coup peut-être toi aussi. Si je te dis Sébastien Louis qui est supporter de Marseille, si je te dis Franck Berthaud, supporter du PSG, ou même Nicolas Orcade, le Lyonnais. Franck Berthaud, ça me surprend qu'il soit supporter de Paris. Non, mais je le connais très bien. Franck, je le connais très très bien, évidemment. Sébastien, je le connais moins, mais il a une vraie lecture, notamment du mouvement ultra italien. Et Nicolas Orcade, je le connais aussi. C'est l'avantage de l'âge. Tout cela, je les ai vus quasi naître et grandir. Donc voilà, je les connais bien. Et Nicolas, c'est pareil. Il a une connaissance très 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 pointue, beaucoup plus scientifique que la mienne sur tout cela, et il s'est vraiment imposé au fil du temps comme un sociologue de référence sur toutes ces questions. Tu es un peu leur parrain finalement. Non, pas leur parrain. Modèle, non, modèle non plus. Il n'avait pas besoin de moi pour s'exprimer et continuer de s'exprimer avec talent. Non, il y a aucun problème. C'est vrai qu'on a été en contact à un moment ou à un autre. C'est vrai que par exemple Franck, j'ai eu la chance quand il a débuté dans le journalisme, de l'avoir comme stagiaire à l'Express, et puis par la suite de le pousser à faire chez Stock son dictionnaire des supporters, et de l'accompagner dans cette aventure. Donc voilà, mais lui aussi connaissait et connaît très bien, même s'il a pris un peu de recul maintenant, le milieu des supporters. Et ils collaborent tous avec le Monde, où on collaborait à un moment donné, il me semble. Oui, alors sous différentes formes, sous forme de tribunes, sous forme d'articles parfois. Oui, on est à la recherche de gens qui connaissent les domaines sur lesquels on recherche des articles, effectivement. Oui. Écrire des tribunes sur les supporters. Voilà, c'est ça. Si tu avais un mot de la fin à adresser à qui tu veux, ce serait quoi ? Notre histoire deviendra légende. Donc, ce qui était la référence du COP de Boulogne et de Francis Borrelli. Et après, la référence, je te laisse nous la développer. Pardon. Non, c'est de dire qu'il y a des moments de joie, de déception, de colère, de tout ce qu'on veut dans une vie de club de foot, mais qu'un jour ou l'autre, on arrive à un but ultime. En l'occurrence, du point de vue sportif, c'est la Ligue des Champions. Et donc, je pense que l'histoire d'un club de foot, l'histoire d'une passion, que ce soit à Paris, à Marseille, à Chelsea, où on veut, c'est celle-là. C'est qu'il y a des moments, ça va pas. Il y a des moments où on se fait chambrer quand on rentre le lundi matin au travail. Et puis il y a d'autres jours où on arrive, c'est le lendemain du match contre City. Et là, on se dit, waouh, alors là, vous avez vu hier soir. C'est ça, la vie d'un supporter de foot. Alors certes, on est passé par des tas de déceptions, mais dans des trucs vraiment qui plombent. Il y a des moments où on a envie de tout envoyer bouler. Mais on se dit, un jour ou l'autre, il y a quand même une petite lumière, il y a peut-être un petit espoir. Et donc, notre histoire deviendra légende. C'est qu'un jour ou l'autre, on y arrivera et on regardera derrière, on se dit, on a quand même du mérite à avoir tenu le coup.
et si possible au Parc des Princes. Ah mais c'est pas si possible, ce sera au parc ou ça ne sera pas. Ça c'est une certitude et il faut que ce soit au parc. C'est impossible ailleurs. Ce stade nous accompagne depuis 50 ans. Ce stade attend quelque chose de très très fort. Il en a vécu. Hein. Mais depuis 50 ans, c'est pas possible que ce soit ailleurs, que la suite soit ailleurs. Merci Philippe Broussard. Merci. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.